est très triste, on la reprend comme vous voulez, mais d'autres personnes qui ont également rejoint l'équipe plus récemment. Alors, on est, nous, dédiés aux pathologies des sujets plutôt jeunes, hein, puisque les gens qui ont plus de 75 ans, disons, sont plutôt orientés vers les services de gériatrie. L'unité de neuropsychologie, elle est au 3e étage de PPR. L'unité d'hospitalisation complète, elle est au 6e étage ici. Et on a à notre disposition beaucoup d'outils qui sont des outils d'imagerie structurale, fonctionnelle, des biomarqueurs dans le sang, dans le LCR, et aussi de plus en plus de tests génétiques. Donc ça, c'est un peu notre ambiance et la tendance actuelle. La constante de cette équipe, c'est, hormis la bonne humeur, le plus souvent, c'est le travail pluridisciplinaire. Je crois que tout le monde y est sensible dans cet auditoire. Alors, on a des spécificités essentiellement sur les maladies rares neurologiques et puis sur les troubles du neurodéveloppement, les liens avec la pathologie cérébrovasculaire, l'éducation thérapeutique. Je passe rapidement. Et puis, on est très impliqué dans de la recherche, en particulier avec le centre d'investigation clinique. On travaille beaucoup avec Claire Talamas et toute l'équipe du centre, avec des unités de recherche à la fois à Toulouse 3, mais aussi à Toulouse 2, l'Université Jean Jaurès. C'est dire que nous avons l'esprit ouvert. Alors rapidement, pour parler de neurologie et migration, passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc à nouveau, je rappelle que le point principal, c'est probablement qu'une personne qui a un problème neurologique, c'est une personne qui a un problème neurologique, quelle que soit son origine, son lieu de présentation. Et donc, en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie question à neurologie et migration. Mais toutefois, comme nous sommes confrontés, peut-être de plus en plus confrontés à des personnes qui viennent de loin et qui présentent des problèmes neurologiques, eh bien, ça a été pour moi l'occasion de réfléchir, de discuter, de lire sur cette thématique sur laquelle la littérature est en fait assez pauvre. Alors, dans toute présentation, on fait des liens d'intérêt, donc je ne vais pas parler de mes liens d'intérêt avec le laboratoire, mais j'ai plutôt des liens plutôt que des conflits d'intérêt avec Karine, bien sûr, et donc je la remercie déjà de l'interaction qu'on a pu avoir pour la préparation de cette présentation. J'ai des sources d'inspiration, donc il n'y a pas que Karine, mais même si elle y contribue, c'est deux articles, enfin un article et un livre. Un article de Mustapha El Alaoui Faris, que nous connaissons bien, en particulier avec Béatrice Lemel, qui est un ami à force de l'avoir rencontré et de travailler avec lui. C'est le professeur de neurologie de Rabat. Et puis cet article dans une prestigieuse revue de neurologie qui s'appelle Neurology, qui a été publié dans l'année 2023 et qui pose la question de la prise en charge neurologique des gens qui sont déplacés de force. Et donc cette terminologie ici est assez forte. Et donc c'est ces deux articles-là qui m'ont permis d'étayer ma réflexion sur cette question-là. Alors la question des personnes déplacées, je ne vais pas faire ici un cours de géopolitique, j'en serais bien incapable, mais ce qu'on peut lire dans les différents articles et ce qu'on retrouve sur le site des Nations Unies, c'est que environ, depuis la crise ukrainienne, 100 millions de personnes sont déplacées, 60% d'entre eux sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays, et les personnes qui font l'objet de l'attention particulière dans ce topo sont des gens qui sont déplacés bien sûr en dehors des frontières de leur pays et bien sûr qui arrivent en Europe et en particulier en France et en particulier à Toulouse. Ça correspondrait, d'après le rapport des Nations Unies, à une personne sur 73. Donc il y a d'une part une augmentation de la question de migration pour des raisons bien sûr de sécurité, pour des raisons économiques, pour des raisons de santé, on va y revenir, mais également pour des raisons climatiques. Et donc avec, dans cet article sur les Nations Unies, l'impact très important des questions climatiques sur la migration, en particulier du sud vers le nord. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui paraît important dans cette littérature, c'est de dire que l'âge des personnes qui migrent a augmenté de manière drastique ces 10 dernières années, avec des personnes qui migrent, qui ont plus de 50 ans, de manière de plus en plus fréquente, qui posent des problèmes liés à cette tranche d'âge, et bien sûr à la question des troubles cognitifs chez des personnes qui sont des sujets âgés en particulier.
Alors, dans la littérature et puis dans l'expérience clinique qui est la nôtre, il y a une question de relation bidirectionnelle. Quand on dit relation bidirectionnelle, ça veut dire que migration et maladie neurologique peuvent aller dans les deux sens. Bien sûr qu'on a en tête, sans jeu de mots, c'est l'idée que quelqu'un qui va quitter son pays va faire un parcours migratoire compliqué, traumatique sur le plan psychique, traumatique parfois au sens propre du terme, et au cours du parcours, il peut y avoir des lésions cérébrales qui s'installent. Au cours du parcours, il peut y avoir l'arrêt de prise de médicaments anti-épileptiques, anti-parkinsoniens, prévention secondaire des AVC, et donc le parcours en tant que tel est traumatique. Ça, c'est une vision des choses qui est classique. Il y a aussi des gens qui migrent parce qu'ils ont des problèmes neurologiques, hein, et donc on a préparé un petit cas clinique qui illustrera ce sujet-là. Donc des gens qui migrent parce qu'ils ont un problème neurologique pour avoir accès à des soins dans un pays dans lequel le système de soins est meilleur. Et puis il y a aussi le troisième point qui est celui de gens qui arrivent dans le pays de destination et qui développent des pathologies neurologiques, pas forcément en lien avec le parcours migratoire et qui ont des pathologies, disons, endémiques dans le pays de destination. Donc il y a une vision peut-être un peu trop simpliste de dire que c'est la migration qui entraîne les problèmes neurologiques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et bien sûr, la question, et qui est extrêmement difficile, c'est d'arriver, quand on voit une personne avec ces difficultés neurologiques, quelles qu'elles soient, c'est d'arriver à refaire une histoire pré-, per- et post-migratoire, ce qui nécessite parfois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qui est parfois une enquête qui ne peut pas aboutir. Alors, quels sont les principaux challenges auxquels le médecin, et en particulier le neurologue, sont confrontés dans la prise en charge d'un patient qui vient donc à Toulouse, par exemple, et qui a ce parcours migratoire? La première chose, c'est qu'on a vraiment besoin, en particulier dans la neurologie cognitive, d'avoir des informants qui sont capables à la fois de supporter la personne malade, mais également d'apporter des informations dans l'histoire de vie et l'histoire de la maladie de la personne. Donc ça, c'est une vraie question de perte des supports. C'est un peu banal, mais on a vraiment besoin dans ces histoires-là d'avoir quelqu'un qui peut raconter une histoire, en particulier quand le motif de consultation est un trouble cognitif. La deuxième chose, c'est la perte des informations de santé. Le parcours médical pré-migration est parfois impossible à récupérer, inaccessible, et donc c'est vraiment un manquement très important. La troisième chose, qui est une chose qui est pour moi la plus banale, c'est la question de la barrière linguistique, mais également moins banale, la question du mode d'expression des symptômes. Chacun des pays dont on vient, on a une façon d'exprimer ces symptômes qui sont importantes. J'ai un souvenir très précis d'une de mes collègues qui est allée faire une conférence au Japon sur la plainte mnésique. Et en fait, à la fin de la conférence, on avait dit, mais excusez-moi, mais les Japonais ne se plaignent jamais, en particulier de leur mémoire. Et donc, tout ça était finalement vain. Donc, la question de quel mode d'expression des symptômes, on peut très bien avoir de l'anxiété qu'on exprime par une douleur abdominale, par exemple. La question qui est un challenge important, c'est la question du niveau socio-éducatif, jusqu'à quel âge on a pu aller à l'école, quelles ont été les structures qui ont permis de développer les capacités cognitives et les apprentissages dans l'enfance. C'est un point important, d'où on part et qu'est-ce qu'on peut juger quand les personnes sont adultes. La question du divergence des systèmes et des croyances de culture, ce qui peut donner lieu ici, bien sûr, à un délai très important entre la première consultation médicale et le début des symptômes, parce que des personnes peuvent aller choisir des systèmes alternatifs qui correspondent plus à leur culture que ce que nous, on peut proposer en première ligne dans nos pays. Et puis, il y a une question des divergences épidémiologiques, qui est un sujet qui est vraiment beaucoup plus connu. Et puis, il y a aussi la question des risques et des peurs que le patient peut avoir de rentrer dans un système de soins et le risque de développer de manière très importante des troubles neurologiques fonctionnels. Et ce point de troubles neurologiques fonctionnels, c'est probablement pour moi un peu une surprise dans la lecture de ces articles, c'est l'importance de cette pathologie, qui sont des expressions neurologiques de troubles psychiques, pour faire bref, qui est vraiment surreprésentée dans ces populations, et j'y reviendrai tout à l'heure.
Alors, pas beaucoup d'articles sur la neurologie et la migration. Ici, j'ai trouvé un article de 2018. C'est une histoire qui est assez intéressante, hein. Ce n'est pas un très gros travail scientifique, mais en tout cas, ça donne des orientations et des éléments de réflexion. L'idée ici, cette équipe allemande décide de regarder sur une période de temps donnée, dans l'année 2017, les motifs d'hospitalisation aux urgences pour cause neurologique de personnes étiquetées réfugiées. Et donc, il y a plusieurs enseignements. D'abord, donc ils ont une centaine de patients. La première chose qui est intéressante, c'est que la première, donc il y a d'une part la plainte et ensuite le diagnostic. La première cause d'admission aux urgences, c'est les céphalées, donc des gens qui viennent aux urgences pour des maux de tête, et j'ai l'impression que c'est un souci qui est vraiment fréquent. La deuxième cause, donc je mets de côté la question de l'instabilité qui me paraît un truc un peu trop vague, mais la deuxième cause très importante, c'est la question de crise, soit des possibles crises d'épilepsie, soit des crises d'épilepsie certaines. Et vous voyez ici que les possibles crises sont en fait beaucoup plus fréquentes que les crises certaines, je reviendrai dessus. Et de manière anecdotique ici, c'est-à-dire zéro, personne ne vient consulter pour des troubles psychiatriques ou des troubles cognitifs avec perte d'autonomie dans la vie quotidienne. Donc, ce qu'on apprend dans ce tableau ici, dans cette étude, c'est que céphalée et crise sont les deux éléments qui sont les choses les plus fréquemment observées dans le recours aux urgences. Et ce qui est encore plus intéressant, et c'est là où l'article est bien fait, c'est que si la plainte est celle-là, le diagnostic à la sortie des urgences est un petit peu différent. En particulier, donc il y a dans les maux de tête, il y a les migraines, mais en particulier, il y a la question des céphalées de tension. Hein, je rappelle ici les critères de céphalée de tension pour ceux qui sont moins fréquents. C'est les céphalées de localisation bilatérale, à type de pression ou de serrement, d'intensité légère ou modérée, et pas aggravée par les activités physiques quotidiennes. Pas de nausée, pas de vomissement. Et c'est plusieurs épisodes par mois, et la durée peut être entre 30 minutes et 7 jours. Et puis ces céphalées de tension, là c'est les critères de l'International Headache Society, peuvent être critères de céphalée de tension chronique avec des céphalées qui sont ces critères-là, mais qui datent plus de 15 jours par mois en moyenne. Ici, on considère classiquement que ces céphalées de tension sont l'expression d'une souffrance psychique, nécessite un traitement qui est adapté et qui n'est pas le même traitement que la migraine. Donc ici, le diagnostic premier, c'est céphalée de tension. Le diagnostic numéro 2, c'est les crises d'épilepsie, enfin les crises non épileptiques. Donc c'est des crises d'épilepsie, la symptomatologie peut y ressembler, et en fait, c'est pas ça. Alors c'est ce qu'on appelle en français les CNED. Alors les CNED, ce n'est pas la Confédération nationale de l'esthétique et de la parfumerie, mais c'est les crises non épileptiques psychogènes. Pour le neurologue qui voit des patients, cette présentation est extrêmement fréquente, ce n'est pas du tout anecdotique. Hein, donc c'est des crises qui sont des changements brutaux et paroxystiques du comportement moteur, des sensations de conscience évoquant des crises épileptiques, mais non liées à une décharge neuronale excessive. Et on sait que les gens qui font des crises d'épilepsie liées à des anomalies épileptiques dans le cerveau peuvent aussi faire des CNEP, mais il y a des gens qui font que des CNEP et on le range dans le cadre des troubles neurologiques fonctionnels. Donc je suis très marqué dans cet article de voir que pour cette étude qui peut avoir des patients aux urgences, les principaux diagnostics sont quand même les diagnostics soit de céphalée de tension, soit de CNEP et éventuellement des diagnostics psychiatriques. Donc on est ici dans des manifestations neurologiques de troubles psychiques, en tout cas dans cet article ici, donc c'est quand même un point qu'il faut retenir. Alors, dans l'article de neurologie, Matin et collaborateurs en 2023, ils vont faire la liste dans les pays, disons, occidentaux, les pathologies les plus fréquemment rencontrées dans ces populations migrantes. Les céphalées, on en a dit un mot. Les AVC, bon, c'est une chose qui est relativement facile à diagnostiquer puisque c'est un trouble neurologique aigu. Et donc là, il n'y a pas trop de difficultés. C'est l'urgence absolue, c'est l'appel des secours, c'est l'orientation vers des urgences neurovasculaires. Donc l'accès aux soins là, est relativement facile si on reconnaît les symptômes.
Deuxième chose plus compliquée, épilepsie et CNEP, j'y reviens pas. La question qui émerge du fait du vieillissement de la population migrante, c'est la question des démences. Alors, je vais mettre en guillemets parce que nous, les neurologues cognitivistes, les neuropsychologues spécialisés dans ces histoires-là, on n'aime pas trop le terme de démence. Ce qu'on dit, c'est troubles cognitifs à des stades différents, associés à des troubles psychocomportementaux. En tout cas, la terminologie, c'est la maladie neurodégénérative. De manière plus anecdotique, les neuropathies carentielles, en particulier les parcours migratoires longs avec des carences vitaminiques, l'exacerbation des pathologies préexistantes, en particulier la rupture de traitement de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, prévention secondaire des AVC et de la maladie de Parkinson, par exemple. Et puis, un enjeu très important sur les troubles neurologiques fonctionnels, dont les CNEP font partie, mais il y a aussi toute une littérature qui a été très bien détaillée par l'équipe marocaine dans le bouquin sur migrants et neurologie. Et finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces populations-là, les maladies infectieuses sont très peu représentées. Donc, il y avait toute une histoire sur la question des populations qui peuvent arriver en Europe et qui peuvent être responsables de transmission de pathologies. En fait, les pathologies infectieuses dans ces histoires neurologiques sont en fait très peu fréquentes et c'est un point qu'il faut noter. Alors, quelle approche pragmatique quand on voit quelqu'un à la consultation de neurologie dans ce type de population? La première chose, c'est qu'est-ce qui est connu? Et en fait, si tout est inconnu, il y a quand même des choses qui sont connues. Et le fait de se pencher sur les dossiers médicaux, pour nous Orbis, pour nous QPlanner, pour nous MyView et les logiciels, des gens qui sont passés 3-4 fois aux urgences, on arrive quand même à récupérer 2-3 informations. Et je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Dans le cas clinique, il y a déjà un scanner qui a été fait, il y a déjà une imagerie qui a été faite, il y a déjà un avis neurologique qui a été demandé. Et donc, la première chose à faire, c'est probablement de regarder qu'est-ce qui est connu et qu'est-ce qui est accessible avant de voir le patient. Donc, c'est vrai en général, mais c'est en particulier vrai dans ces populations dans lesquelles parfois l'accès et du fait de la barrière linguistique est important. Deuxième point important, c'est que la barrière linguistique, eh bien, on est là pour la lever, pour faire péter les verrous. Et là, on ne peut rien faire sans interprète. Et donc, je remercie ici publiquement tout le travail qu'a fait notre cher ami Pavla pour faciliter l'interprétariat au CHU de Toulouse. C'est un point extrêmement important. Et l'interprète, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le compagnon de chambre. C'est forcément des gens qui sont un peu à distance de la communauté, qui sont capables d'écouter et de transmettre des informations avec le moins de biais possible, avec le moins d'interprétation possible. Et donc, ici, c'est la clé de voûte de cette orientation clinique et du diagnostic qu'on va pouvoir éventuellement poser. Ensuite, c'est recueillir des informations. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Arrêt des traitements, arrêt de la rééducation, c'est des choses qui sont relativement faciles. Et puis, ce qui est beaucoup plus difficile, en particulier pour des gens qui ont des troubles cognitifs, c'est d'arriver à recueillir des informations sur l'état de santé pré-, per- et post-migratoire, en particulier pré-migratoire, des antécédents particuliers, quel niveau d'accès à une scolarisation, le per-migratoire, bien sûr, tous les traumatismes psychiques, physiques pendant la migration, et puis la vie en post-migratoire, comment les gens sont installés, quelles ont été leurs difficultés, quels ont été les signes cliniques qu'ils ont pu avoir. Donc là, ça demande vraiment un travail parfois de fourmi, parfois beaucoup de temps, et à nouveau, sans interprète, on ne peut pas y arriver. Alors, je voudrais dire un mot spécifique sur les troubles cognitifs, puisque c'est quand même notre métier ici dans l'équipe de neuropsychologie et dans le service de neurologie cognitive. Et donc, pour dire un mot sur cette histoire spécifique des troubles cognitifs, on a pu rencontrer une personne qui nous a été présentée par la Halte Santé. C'est un jeune homme qui a 30 ans et qui se plaint de troubles cognitifs. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu aller examiner ce jeune patient, troubles cognitifs. Bon, c'est un sujet relativement vague et puis un peu atypique, surtout pour quelqu'un de 30 ans. Quelqu'un qui a 70 ans qui se plaint d'un trouble de la mémoire, c'est facile. Quelqu'un qui a 30 ans, on va vite chercher des choses particulières. Donc j'ai commencé à faire les choses qui ont été, que l'on propose. C'est-à-dire la première chose, c'est jeter un coup d'œil sur son dossier médical sur Orbis, tout simplement. Et sur son dossier médical,
je regarde sur les notes qui ont été prises à l'Alte Santé, je l'ai mis ici en jaune, troubles cognitifs non évalués se plaignent de troubles mnésiques, troubles mnésiques non évalués, puis troubles de la mémoire voudrait apprendre le français et on comprend qu'il y a vraiment des difficultés. Sœur décrit un trouble de la mémoire avec difficulté scolaire et hypersensibilité à partir de l'âge de 5 ans. Elle prend le rôle de responsable moral de son frère. Il aurait pris des médicaments, lesquels? Et puis finalement, au mois de septembre 2023, je rencontre ce patient et on décide de filmer ce jeune patient à des fins pédagogiques. Donc il accepte l'idée, à condition que ce ne soit pas sur YouTube après. Donc il faudra, Madame Donus, couper toute cette partie dans votre mise en ligne de ce topo. Alors je cherche encore, je trouve d'autres choses. Sur l'IRM cérébral, on ne voit rien, c'est-à-dire ici, sur les clichés que vous voyez à gauche, c'est l'image en flair, il n'y a pas de lésion spécifique, il n'y a pas de pathologie inflammatoire du système nerveux central, il y a un cerveau qui paraît normal, et sur l'image à droite, c'est un T2 étoile, on voit en particulier pas de séquelles de traumatisme crânien, c'est-à-dire pas de micro-hémorragie, donc on a une imagerie cérébrale qui est normale. Donc ce qu'on sait, c'est que c'est un trouble cognitif dont le patient se plaint, peut-être qu'il lui empêche d'apprendre le français avec un cerveau dit normal. Et donc, on a demandé à ce que le bilan neuropsychologique soit réalisé. Donc, c'est Bérengère Pagès, que vous voyez ici, qui a réalisé ce bilan. Et donc, c'est un bilan qui est dédié aux personnes qui sont illettrées. C'est le GREC-IL. C'est une commission du GRECO qui permet de... Donc, c'est le groupe de réflexion sur l'évaluation cognitive qui a développé des outils pour des gens illettrés qu'on utilise aussi à défaut, on en reparlera plus tard, pour des gens non francophones. Et on utilise cette batterie. Donc, en substance, il faut que le patient arrive à dénommer tous les items qui sont sur cette planche. Donc, les 9 items sur la planche, ça s'appelle le test des 9 dessins. Et ensuite, les restituer de manière successive après plusieurs rappels. Donc, on voit ici que ce jeune homme, il a un score qui est extrêmement altéré. D'abord parce qu'il a des difficultés à dénommer des items. Et peut-être qu'ici, on fait face clairement à un problème culturel, dénommer la carotte, dénommer par exemple le canard. Non, le canard, ça a été bien dénommé. Le moyen de transport, il n'a pas pu bien le dénommer. Et l'instrument de musique, il n'a pas pu bien le dénommer. Ainsi que l'ustensile de cuisine. Donc, il y a probablement ici des questions culturelles de ne pas pouvoir dénommer dans son pays. Donc, bien sûr, le bilan neuropsychologique s'est fait avec la même interprète qui était là quand j'avais fait l'évaluation initiale. Et puis quand on lui demande de redonner des informations sur ces items, donc de rappeler les 9 dessins, malgré un rappel immédiat, un deuxième rappel libre, un rappel indicé et un autre rappel, on est un patient qui arrive à des scores qui sont extrêmement déficitaires. Donc on confirme par le bilan neuropsychologique l'altération mnésique entérograde, donc la difficulté à retenir de nouvelles informations. La question qui se pose, c'est quel avenir? Alors l'avenir ici, le diagnostic qu'on a posé, c'est le diagnostic d'un trouble du neurodéveloppement, ce qu'on pourrait appeler une dyspnésie développementale. Cette dyspnésie l'a empêché de retenir des informations nouvelles. Je pense que ce jeune homme aura beaucoup de mal à apprendre le français. On peut même presque dire que ça va être quasiment impossible, du mal à se repérer dans l'espace. Une vraie question de savoir, nous, sur le plan neurologique, on ne peut pas faire grand-chose. Il pourrait bénéficier d'une rééducation, mais il faudrait que ce soit dans la langue maternelle, ce qui ne paraît pas hyper évident en France. C'est un homme qui ne peut pas aller à Paris seul pour ses entretiens, qui a besoin d'être accompagné. C'est un homme qui est incapable de raconter son histoire migratoire compte tenu de troubles mnésiques. Donc on est dans une situation qui est particulièrement grave et avec un avenir qui paraît relativement compliqué. Je crois qu'en France, la seule structure qui serait capable d'accueillir ce jeune homme, ce serait un foyer d'accueil médicalisé, mais pour ça, il faut avoir des papiers, il faut faire un dossier de DPH, il faut faire une demande qui prend parfois plusieurs années pour avoir une place. Donc on n'est pas du tout sorti de l'affaire avec ce gars-là, et je pense qu'il n'est pas tout à fait sorti de l'Alte Santé non plus. C'est une autre question. Voilà le compte-rendu bilan neuropsychologique de Bérengère Pagès et le diagnostic qu'on a retenu. Je remercie Perrine Siguier, qui est notre étudiante en thèse de neurosciences, qui travaille sur les troubles du neurodéveloppement et qui a remis les différents troubles du neurodéveloppement sur lesquels je ne reviens pas. Donc, c'est le diagnostic qui a été retenu chez ce jeune homme, et en particulier sur cet arbre décisionnel des troubles du neurodéveloppement, il n'y a pas du tout la dyspnésie développementale, puisque c'est une chose qui est extrêmement rare et très difficile à mettre en évidence.
Alors, si je vais un tout petit peu plus loin sur la question des troubles cognitifs chez les personnes migrantes, alors là, la littérature est assez impressionnante puisqu'il y a 2 ou 3 articles, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est du tout intéressé à cette question-là. Ici, l'équipe de Rabat, à nouveau, qui dit une chose qui est vraiment importante, c'est que les facteurs de risque vasculaire, donc c'est le World Congress of Neurology en 2017, hein, donc c'est un congrès, j'ai que ça, qui dit que les facteurs de risque vasculaire mal pris en charge vers les 50 ans augmentent le risque de troubles cognitifs secondaires après 65 ans. Et donc la question, c'est la question d'une comorbidité entre une pathologie neurodégénérative et une pathologie cérébrovasculaire. Et la conjonction des deux va entraîner l'apparition un peu plus précoce que ce qui était attendu d'une maladie neurodégénérative. Vous savez que dans le cerveau, une lésion égale 1, une autre lésion égale 1, mais 2 lésions en même temps, 1 plus 1 égale 3. Et donc ici, c'est la comorbidité cérébrovasculaire et neurodégénérative qui anticiperait le début d'une maladie chez les sujets chez qui les facteurs de risque n'ont pas été bien contrôlés autour de la cinquantaine. Alors, il y a un autre article de 2022 elle a été interne à l'époque, hein, Yao Chen, avec qui on avait interagi, et puis une équipe du Brésil, sur la question de l'importance du sujet troubles cognitifs chez les migrants. Bon, c'est un commentaire, un intérêt avec pas grand-chose dessus, mais quand même, ce Marco Canavelli, avec toute une équipe italienne, puisqu'il a travaillé en Italie, en décembre 2021, fait ce travail qui est, disons, hyper préliminaire, mais quand même, à mon sens, intéressant. Cette équipe va interroger les centres spécialisés de la mémoire, ce qu'on appellerait en France les consultations mémoire, pour voir combien ils reçoivent de migrants et quels sont les outils, enfin, à quel point ils sont préparés à faire une évaluation cognitive chez ces personnes. Et donc, le résultat est assez intéressant. Alors, je vais vous demander de vous concentrer que sur les barres bleu marine ici, parce que le reste, c'est les différentes régions d'Italie qui nous intéressent peut-être un peu moins. Mais ce qu'on comprend, c'est que dans ces consultations de mémoire en Italie, eh bien, il y a moins de 3% des personnes qui sont des migrants. Donc, on comprend que c'est un faible enjeu, en tout cas à cette époque-là, dans ces consultations. Mais s'il y a un faible enjeu, il y a très peu de patients qui vont bénéficier d'une évaluation neuropsychologique complète. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont les personnes sont évaluées. Donc ici, c'est les barres bleu marine qu'il faut regarder, donc c'est l'Italie entière, par des médiateurs culturels. L'accès à l'interprète ou à l'interprétariat est très faible, donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir une PAVLA dans son hôpital. Autrement, ce sont des travailleurs sociaux, des personnels du staff qui ont eux-mêmes migré, du matériel d'évaluation qui est traduit dans une langue, c'est extrêmement rare. Et puis, ce qui aide le plus, c'est des gens qui sont capables de parler une langue étrangère, et en particulier ici, c'est l'anglais qui est retenu. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, d'une part, les gens qui viennent à ces consultations représentent une faible proportion, probablement une proportion qui va augmenter dans les années qui viennent. Et d'autre part, c'est que ces centres-là, qui sont quand même, on le sait, vraiment en première ligne de l'immigration du sud vers le nord, eh bien, ils ne sont pas du tout préparés à recevoir ces personnes pour une évaluation qui soit adaptée, en particulier avec des évaluations neuropsychologiques dans des langues dédiées. Et donc, cette étude conclut que bien, il y a des outils qui sont utilisés, que moi, j'avoue, je découvre ici, hein, qui sont le Multicultural Cognitive Examination, qui a été développé ici par cette équipe. Il y a une autre étude, il y a une autre batterie qui permet d'évaluer également ces patients, peut-être mieux qu'avec les batteries qu'on utilise nous, en tout cas aujourd'hui. Donc il y a probablement des progrès à faire pour optimiser l'évaluation cognitive quand la question est le trouble cognitif. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut proposer de manière pragmatique pour tous les personnes qui sont ici, des travailleurs qui sont confrontés à des personnes qui présentent des troubles neurologiques dans ce contexte spécifique?
La première chose, c'est adresser le patient à la bonne filière de soins, puisque un patient qui a une maladie neurologique, il doit être vu par un neurologue. Si c'est des crises, eh ben, c'est l'épileptologie, donc c'est le service qui est dirigé au CHU Toulouse par le docteur Luc Valton, avec beaucoup de neurologues qui connaissent très bien à la fois les crises épileptiques et les crises non épileptiques psychogènes. Il y a une filière de soins qui est très importante sur les céphalées, docteur Cédric Beaulion, Fleur Le Rebourg, qui connaissent très bien ça. Donc on est ici il y a des filières de soins, et donc il n'y a pas le neurologue spécialiste des migrants. Je pense que ce serait totalement aberrant de faire ça, et il faut mettre les patients dans les bonnes filières de soins pour qu'ils puissent bénéficier de la prise en charge qui est la plus adaptée en fonction des surspécialités de la neurologie. Je suis même certain qu'il faut que les patients soient orientés directement par le médecin spécialisé en médecine générale. Un avis médical préalable me paraît indispensable, parce que le médecin généraliste doit être vraiment au cœur de ce dispositif et doit être capable de régler la plupart des problèmes et de développer des compétences spécifiques dans ces pathologies neurologiques qui sont en particulier les CNEP, les céphalées, de manière plus prégnante, semble-t-il. Bien sûr, il y a la question de l'urgence, mais là, c'est relativement facile. Quelqu'un dans un foyer ou à l'halte santé qui devient hémiplégique, ben c'est le 15, il vient ici aux urgences neurovasculaires. C'est relativement facile. Il faut reconnaître les signes d'AVC, mais ça, c'est de la médecine. Je renvoie les médecins à leur cours de 5e année de médecine. Les crises d'épilepsie, quand elles sont fréquentes, et puis les troubles cognitifs ou psychocomportementaux. Donc là, la question, c'est toujours le diagnostic différentiel complexe entre troubles cognitifs ou psychocomportementaux d'origine neurologique ou d'origine psychiatrique. Ça, c'est vraiment un sujet qui est complexe, mais qui n'est pas le sujet que je veux traiter ici, mais qui est bien sûr dans notre équipe un centre d'intérêt majeur. Et puis, pour les patients qui développent des troubles cognitifs, donc dans notre filière de soins ici dans notre équipe, globalement, il n'y a pas d'urgence. Alors ici, ce jeune patient J de 30 ans, on arrive 25 ans après le début des symptômes, donc on n'était vraiment pas dans l'urgence. Ce qu'on vous demande avant de nous adresser les patients, c'est le dosage des vitamines, classiquement B12 folate, mais il y a dans les carences vitaminiques, il faut aller B1, B6, PP, vitamine C, bien sûr, qu'on regarde. Les sérologies avec un S détaché, bien sûr, les sérologies usuelles, sur lesquelles je ne reviens pas, qui sont vraiment importantes, mais aujourd'hui, voir des encéphalites à VIH est exceptionnel, voir des sérologies syphilitiques positives dans le liquide cérébrospinal, c'est 2 fois par an. Et là, les dernières fois qu'on en a trouvé, ce n'était pas du tout chez des personnes migrantes, mais chez des petites grand-mères qui avaient eu la syphilis quand elles étaient beaucoup plus jeunes, et on est face à une syphilis tertiaire. Et puis un bilan métabolique relativement classique, avec en particulier le bilan thyroïdien, qui nous permet d'avancer. Et puis, nous, on aime bien voir, pour gagner du temps, les patients avec une IRM encéphalique, parce que s'il y a une séquelle d'un AVC, une charge cérébrovasculaire qui est importante, des séquelles d'un traumatisme crânien, ça nous permet de faire une consultation plutôt que de faire 3 consultations. Ce n'est pas qu'on a peur de travailler, c'est que si on fait partir quelqu'un en disant il faut faire une IRM que je vous reverrai après, c'est des gens qu'on perd de vue et qu'on a du mal à revoir après pour faire une synthèse. Voilà, donc je vais m'arrêter là à 43 minutes. Je vous montre juste l'image de ce film qui nous a beaucoup marqué, qui s'appelle The Green Border, qui a été prix spécial du jury à la Mostra de Venise et qui pose la question de la migration nord-sud, sud-nord, et des migrants entre la Pologne et la Biélorussie, un film qui va être dans les salles très rapidement et qui est, à mon sens, un chef-d'œuvre sur cette thématique-là. Je vous remercie. Un grand merci à vous, professeur Pariente. Merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir fait cet état de l'art des données scientifiques existantes sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Merci de nous avoir aussi apporté quelques conseils sur la prise en soin au niveau pragmatique et puis d'avoir illustré vos propos également par cette courte vidéo, en tout cas qui était extrêmement illustrante de notre point de vue. Je vais pouvoir relire quelques questions qui ont été posées dans le chat, si vous le permettez. Voilà, donc il y a une première question. Est-ce que le professeur Pariente pourrait détailler, s'il vous plaît, les neuropathies carentielles? Non. Alors, je reprends les questions dans l'ordre. Non, je ne veux pas le faire. J'y connais rien en nerf périphérique. Moi, je connais que le cerveau.
et la cognition, le comportement. Donc globalement, je ne sais pas quel est le métier de Monsieur Patrick, globalement, l'idée générale, c'est qu'une neuropathie périphérique, c'est un patient qui a une difficulté à se tenir debout, et cette difficulté à se tenir debout, il a l'impression d'avoir une peau cartonnée, de ne pas sentir le sol. Quand il ferme les yeux, il y a une augmentation de l'instabilité. Il peut y avoir des lésions périphériques cutanées, une dépilation et surtout à l'examen, une abolition des réflexes. Si on voit ça et que ça entraîne par exemple un trouble de la marche, hein, ça c'est important, là c'est un avis spécialisé. Cet avis spécialisé, c'est l'équipe d'électrophysiologie du docteur Pascal Sintas et qui pourra confirmer la question de la neuropathie périphérique et ensuite donner des orientations pour une prise en charge éventuellement de supplémentation vitaminique si c'est l'origine. Mais il y a tellement de façons différentes d'avoir une neuropathie périphérique qu'on ne peut pas trop rentrer dans les détails. Merci pour ces précisions. Du coup, je vais me permettre de revenir sur le cas clinique qui a été présenté, puisqu'on a une seconde question sur finalement comment une demande de reconnaissance de handicap peut être mise en place et finalement qui va prendre le relais pour la suite pour le jeune homme Donc là, qui nous a été présenté. La question ici, c'est, je pense, la question, c'est d'arriver à obtenir des droits de sécurité sociale pour ce jeune homme. Une fois que ça c'est fait, il faut voir avec les assistantes sociales si on peut instruire un dossier MDPH. Ce dossier MDPH peut accréditer donc le handicap et donner l'ouverture de droits qui peut être l'allocation adulte handicapé, l'organisation de tierces personnes, la prestation compensation du handicap, PCH, mais également l'orientation vers un foyer d'accueil médicalisé. Mais tout ça dépend bien sûr des capacités à ce que le système de soins en France soit capable de prendre en charge quelqu'un en fonction de ses droits. Et on sait que cette démarche, elle est longue, puisqu'il faut remplir le certificat. On en fait souvent, nous, mais ça prend du temps et un peu d'énergie. Ensuite, il faut que la MDPH traite le dossier et ensuite statue sur l'ouverture des droits et éventuellement l'orientation vers... il y a peut-être d'autres idées, mais moi, quand j'ai vu ce jeune homme et la lumière du bilan par Bérangère, il ne peut pas être tout seul, il soit forcément dans une structure où on s'occupe de lui. Et je crois qu'au foyer d'accueil médicalisé, je ne vois pas d'alternative si jamais il décide de rester en France. Et vous estimez à une durée d'à peu près combien de mois justement sur cette reconnaissance de droit et finalement une entrée potentielle dans un établissement médico-social? Il faut environ 6 mois à la MDPH pour statuer et après trouver une place en FAM, foyer d'accueil médicalisé ou en maison d'accueil spécialisée. C'est ça se compte en années, souvent 2 ou 3 ans. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour des patients qu'on a suivis, qui ont une maladie, qui n'ont aucun problème de droit et d'ouverture de droit. C'est à peu près le timing. Mais dans le cas précis de ce jeune homme, ça me paraît un peu plus compliqué, un peu plus long peut-être. Merci pour ces précisions. Et la même participante qui nous pose la question de l'orientation, finalement, comment vous sont orientées ces personnes? Quelles informations sur l'accès aux soins elles peuvent recevoir et par quel réseau elles peuvent avoir voilà, toutes ces informations concernant leurs droits et l'accès à des soins de santé? Alors, l'orientation, bon, ça dépend des filières. Hein, entre les filières de soins sont variables, que ce soit les collègues épileptologues, les neuropathies périphériques, les céphalées ou notre équipe. Nous, le choix que l'on a fait en équipe, c'est d'abord de recevoir que les personnes qui sont adressées par des médecins, c'est-à-dire qu'il y a une première évaluation médicale qui soit réalisée, et compte tenu de l'embouteillage à notre consultation, on a décidé il y a quelques mois de ne plus recevoir que les personnes qui sont adressées par des neurologues. Donc, il y a déjà un avis neurologique. Donc ça, c'est la règle. Mais bon, les règles, elles sont faites pour être aussi, disons, révisées ou transgressées. En fonction de la situation. C'est évident que le neurologue de ville
il ne va pas avoir accès à un interprète le plus souvent. Et bon, disons, j'ai développé une sensibilité particulière et donc on a la capacité de voir ces gens, mais il faut qu'il y ait un premier bilan qui soit fait parce que la question des troubles cognitifs est une question qui est très très fréquente, donc il faut qu'il y ait du débrouillage qui soit fait. Donc on demande que le médecin qui nous adresse ce patient, on puisse avoir une discussion en amont pour choisir quelle bonne filière on va adopter. Mais à nouveau, l'idée c'est que en fonction de la problématique du patient et de sa plainte ou de ce qu'on arrive à estimer, c'est de l'adresser vers la bonne filière de soins, parce qu'il n'y aura jamais un neurologue qui va être spécialiste des migrants. Et je pense que c'est la même chose pour les psychiatres. Il n'y a pas le psychiatre des migrants, il y a les psychiatres qui sont spécialisés dans la dépression, dans la psychose. Ici, nous, on est spécialisés dans nos surspécialités, et donc on va pas aller faire de la neurologie générale parce qu'on sera moins compétent que les neurologues spécialisés. Alors, je rebondis juste sur un aspect de votre réponse, effectivement, sur l'accès à l'interprétariat pour les professionnels de santé libéraux. Je voudrais simplement rappeler que le dispositif ICARE, c'est une de ses missions principales, hein, c'est aussi de donner accès à l'interprétariat téléphonique aux professionnels de santé libéraux. Et donc, voilà, on travaille avec Cofrimi. On travaille aussi ponctuellement sur des langues plus rares avec ISM à Paris. Mais voilà, on est aussi à disposition des professionnels de santé libéraux pour vous attribuer un numéro d'adhérent et que vous puissiez, pendant vos consultations, bénéficier d'interprétariat. Je vais vous remettre les coordonnées téléphoniques et mail dans le chat. Comme ça, si jamais certains d'entre vous n'ont pas encore accès à l'interprétariat, vous pouvez tout à fait contacter le dispositif ICARE pour ce sujet. Est-ce que les neurologues libéraux, par exemple, sont informés de ceci? Alors, les neurologues, en tout cas, moi je vais répondre pour ICARE, n'ont pas été notre cible première, pour tout vous avouer. Puisqu'on s'est vraiment concentré, bon, évidemment sur les médecins généralistes, sur certaines spécialités, mais aussi voilà, sur les infirmiers, les sages-femmes, certains orthophonistes. Effectivement, ça n'a pas été le cœur de métier principal, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas y avoir accès. Parce nous, quand on est sollicité par des médecins neurologues qui nous disent on ne peut pas le voir parce qu'on n'a pas d'interprétariat, on peut très bien leur dire qu'il y a des solutions. Tout à fait. Bon. Exactement. Je vous remets le numéro et les coordonnées dans le chat. Je crois qu'il y a Pavla qui voulait dire quelque chose. Merci pour la publicité. Génial. Voilà, merci à tous. Je veux dire, de compléter Marie, effectivement, un dispositif qui est en pleine évolution sur la scène toulousaine grâce à beaucoup de monde. Et effectivement, le mode utilisé, on va dire général, c'est la même chose comme pour les règles téléphoniques. Néanmoins, puisque c'est, on va dire, la cible la plus large qui va avoir besoin de ce type de ce mode d'intervention, mais évidemment que pour des cas par exemple celui-là, ou en psychiatrie ou en psychologie, ou pour d'autres raisons, il y a l'interprétariat physique qui est parfaitement accessible, disponible et organisable, même dans le cadre de ICARE, et pour le patient dont on vient de parler, ça serait tout à fait un mode nécessaire et le seul possible, il me semble. Voilà, c'était pour compléter les modes d'intervention. Merci. Merci Pavla. Je vais passer à la question suivante. N'hésitez pas, hein, pour les retardataires, si vous voulez poser vos questions, les dernières questions sur le chat, n'hésitez pas. Est-ce que l'OFPRA est sensibilisé à ce genre de thématique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais... Est-ce que vous avez déjà été sollicité par ce type d'organisation, vous et vos confrères, un de vos confrères? Je crois que le cas de ce jeune patient est un cas qui est, alors un peu par hasard, parce c'était la demande qui arrivait là, et donc je l'ai rencontré dans ce cadre-là, et puis Bérangère l'a vu en suivant.
Donc c'est forcément l'histoire du récit et du récit migratoire et des difficultés qu'il a eues dans son pays sont perdues dans son amnésie. Ça pourrait presque être poétique si ce n'était pas terrible comme histoire, bien sûr. Je ne sais pas si l'OFPRA va arriver à croire que l'amnésie est une amnésie d'origine neurologique et pas une amnésie psychogène. Je crois qu'on en a parlé avec Bérangère, qui doit être connectée ici. On a la spécialiste mondiale des amnésies dissociatives, qui est Béatrice Lemel, qui est également connectée. Je ne crois pas que l'histoire de cet homme soit une histoire de troubles neurologiques, psychiatriques, mais bel et bien une amnésie d'origine neurodéveloppementale, ce qui est un cas exceptionnel. Donc, comme c'est exceptionnel, je pense que personne n'est sensibilisé à ça. Et donc, ça va être finalement, l'amnésie va être une barrière de plus à reconnaître la souffrance qu'il y a eu dans son pays, puisqu'il n'en a pas de souvenir. Et donc, je pense que la reconnaissance pour ce jeune homme, c'est plutôt la question d'un étranger malade que d'un réfugié politique. Mais après, moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus. Je plaiderais plutôt cet acte-là. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Simplement un commentaire donc, sur ce qu'on vient d'aborder. Le MEDA fait régulièrement des attestations à destination de l'OFPRA. Est-ce que vous pourriez peut-être prendre la parole ou préciser ce qu'est le MEDA, s'il vous plaît, pour tout le monde? C'est pas moi vous parler. Alors, c'est Monsieur Valentin Cuguière, s'il vous plaît. Si vous avez d'autres précisions à apporter, sinon, c'est pas grave. On va peut-être clôturer cette formation s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, il faut qu'on fasse des recherches pour savoir ce qu'est le MEDA, parce qu'on a des progrès à faire. Tout à fait. Ah, je n'arrive pas à activer mon micro. Médecin demandeur d'asile. D'accord, ok. Ok, très bien. Il faut, pour faire ce certificat, il faut avoir bien compris l'histoire de ce jeune homme, ce qui est une chose qui est... voilà, mais je crois que le dossier qui a été étayé ici au CHU par l'évaluation de neuropsycho en particulier permet de documenter de manière précise cette histoire, et donc ça va faciliter le travail du MEDA. Donc. Je vous remercie. Merci de cette invitation. Merci à toutes et tous et merci beaucoup d'avoir répondu présent et d'avoir respecté le timing dans votre agenda qui, je crois, était extrêmement serré aujourd'hui. Donc, merci à nouveau. Voilà, au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Et je voudrais simplement juste vous rappeler qu'il y a une soirée débat qui va se dérouler le 12 octobre, donc à l'espace des diversités et de la laïcité. Prétariat, dans la continuité, alors voilà, c'est pas tout à fait, même pas du tout le même sujet, mais en tout cas dans la continuité des échanges qu'on peut avoir dans le cadre de nos formations Flash. Je vous rappelle simplement qu'il y a cette soirée débat qui se déroulera le 12 octobre à partir de 17h30. Et un grand merci à toutes et tous et passez une bonne après-midi. Au revoir. Au revoir.